faire une thèse sur d'autres sujets, j'ai dû développer une capacité à penser clairement. Je donne en fait surtout un exemple de pensée claire, plus ou moins rigoureuse, mais surtout claire. Et ça veut dire quelqu'un, tout le monde, peut utiliser les éléments de savoir ou d'observation qu'il a dans sa vie et d'en déduire des choses, mais grâce à une pensée claire, pas en mélangeant toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Je vais vous parler du soi-disant réchauffement climatique et de la trace carbone. Le carbone dans l'air, ça s'appelle du CO2, dioxyde de carbone. Et la quantité qu'il y avait il y a 50 ans de carbone dans l'air, c'était 0,28%. Donc 2,8 parts pour 1000 de CO2. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un processus qui s'appelle la photosynthèse, où les plantes absorbent le CO2 qu'il y a dans l'air, et à partir de ce CO2, grâce à l'énergie solaire, créent les sucres qu'elles utilisent pour construire leur propre corps. Et après, nous allons manger les plantes, etc. Et puis les carnivores mangent les herbivores qui ont mangé les plantes. Mais tout le carbone utilisé dans la masse organique vivante provient de ce processus de photosynthèse où le CO2 gazeux qui est dans l'air vient et est absorbé par les plantes. Or, je viens de vous dire qu'il y avait 2,8 promille par de gaz CO2 dans l'air. Le minimum que les plantes peuvent... Les plantes ont besoin de 2 parts pour 1000 de CO2 dans l'air pour pouvoir pousser. En dessous de ça, elles ne peuvent pas pousser. Et donc, quand on était à 2,8 parts pour 1000, on était proche du minimum absolu possible pour la vie sur Terre. Maintenant, la manière dont ça marche dans le sens naturel, c'est que plus il y a de CO2, plus les plantes poussent. Comme elles poussent plus, elles absorbent le CO2 et le CO2 redescend. La végétation va baisser, le CO2 va réaugmenter puisque la végétation va pourrir, va brûler. Ça va créer du gaz, du pétrole, etc., du charbon. Ces matières vont de nouveau brûler et le CO2 va augmenter. Les plantes vont de nouveau augmenter. Le CO2 va redescendre, etc. Et vous avez des cycles autorégulateurs. Et ça, c'est spontané, c'est naturel, l'homme n'a rien besoin de faire. Le sujet dont on nous parle, c'est que dans les dernières 100 ou 200 années, le CO2 dans l'air a augmenté. Et il y a toute une discussion, est-ce que c'est anthropogène ou pas? Est-ce que c'est artificiel ou pas? Est-ce que c'est parce qu'on a brûlé du charbon et du pétrole ou pas? Je pense pas, et que si c'est le cas, c'est probablement un pourcentage faible, mais là n'est pas la question. Si on augmente le taux de CO2 dans l'air, vite ou pas vite, les plantes vont pousser plus vite. Maintenant, il y a un point très important sur ce sujet. Les plantes, le gros de la consommation d'eau des plantes vient du processus physiologique d'absorption du CO2. Parce qu'elles doivent ouvrir leur stomate, c'est des cellules spécialisées au bas de la feuille de la plante, qui, pendant qu'elles ouvrent la stomate, il y a beaucoup d'eau qui sort et qui permet à l'air d'être intégré. En fait, pour pouvoir absorber de l'air et donc du CO2, la plante doit perdre de l'eau. La consommation d'eau est proportionnelle au taux de photosynthèse. Plus il y a de photosynthèse qui est basée sur l'absorption de l'air, plus elle a besoin d'eau pour compenser. Et ce que ça veut dire, c'est que si le taux de CO2 dans l'air est plus haut, disons 0,4 ou 0,5 promille, donc pardon, %, donc 5 parts pour 1000, elle va perdre moins d'eau par unité de CO2 absorbé, donc de sucre produit, que s'il y a la moitié de cette quantité de CO2. Donc, en augmentant le taux de CO2 dans l'air, que ce soit dû à l'industrialisation ou non, on peut avoir plus de plantes avec moins d'eau. Et plus de plantes avec moins d'eau, ça veut dire que des régions
où il n'y a que 100 mm de pluie par an et où on ne peut pas faire pousser des plantes, tout à coup, on peut faire pousser des plantes. Donc, je vais vous rappeler, le blé, originellement, le blé sauvage, c'est une plante, une herbe de savane. Savane, ce qui veut dire juste à l'orée du désert. Et donc, le blé naturel, il va pousser à 150-200 mm d'eau. Ben, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de régions désertiques qui ont juste pas assez d'eau par an et qui tout à coup peuvent avoir suffisamment d'eau pour avoir du blé. Par exemple, d'immenses étendues dans le Sahara. Donc si on augmente un peu le CO2 dans l'air, et ça c'est fait, en fait, il y a toutes sortes de régions qui vont devenir plus fertiles. Je ne sais pas combien fertiles, il y a un problème de distribution de la pluie à travers le temps. Ce n'est pas seulement une quantité, c'est combien à travers le temps. Mais globalement, on aura plus de régions arables. Donc tout ce qu'on nous a raconté sur le CO2, c'est faux. Oui, c'est ce que dit exactement l'ingénieur agronome bourguignon. Et ce que tu nous dis là concernant la consommation du CO2, est-ce que c'est uniquement théorique ou est-ce que tu as participé ou eu connaissance d'expériences, d'études scientifiques pour étayer cette thèse? Le principe de plus de CO2 dans l'air et plus de plantes, ça c'est quelque chose qui est connu depuis 100 ans, depuis qu'on connaît la photosynthèse. Ça n'a rien de... C'est une donnée de base que tout le monde est censé connaître, donc, même les écologistes. Donc tous les scientifiques qui parlent du réchauffement climatique et qui conseillent des choses, en fait, ne peuvent pas ignorer ce postulat. En fait. C'est quelque chose de base. Plus il y a de CO2, plus les plantes vont pousser. Donc vous augmentez du temps des dinosaures. Les dinosaures, ils étaient très grands. Il y avait beaucoup de plantes. Certains dinosaures, évidemment, ce n'est pas toute la période des dinosaures, mais la période à laquelle on pense quand il y avait des brontosaures, etc., des dinosaures très grands, c'était parce que pour avoir des herbivores aussi grands, c'est parce qu'il y avait énormément de plantes. Les plantes poussaient bien. Pourtant, l'hémoglobine, même des dinosaures, des oiseaux, des reptiles, n'est pas si différente de la nôtre. Si eux fonctionnaient avec beaucoup de CO2 dans l'air, probablement que nous pouvons aussi. Combien, je ne sais pas, peut-être que je dis là une bêtise, mais globalement, c'est possible. En tout cas, il ne faut pas hurler quand on monte. Par contre, ça va augmenter la fertilité de toutes sortes de régions. Et ça, c'est certain. Et c'est vrai que ça va augmenter la fertilité du Sahara et d'autres régions et qu'il n'y aura pas que l'Ukraine qui sera fertile. Pour faire des allusions à toutes sortes de spéculations potentielles. Donc, de ce sujet, on va passer à un autre sujet qui est un sujet similaire, qui est lié à, disons, l'atmosphère et ce qui s'est passé dans l'atmosphère et au hurlement de catastrophe. Donc là, ce n'est pas fini le sujet de CO2, et je vais vous parler d'un sujet qui s'est passé dans le cours de ma vie, mais qui est réglé déjà. Il s'agit du trou de l'ozone. Dans les années 70, on nous a dit que les gaz des bonbonnes à pression avaient détruit l'ozone et que le taux d'ultraviolet avait augmenté et que c'était dangereux et cancérigène. Et c'est vrai que le taux d'UV, l'ozone a baissé, qu'il y avait plus d'UV. Maintenant, un phénomène qu'on ne savait pas tout au début, c'est que le trou de l'ozone, il s'est rassemblé, donc le manque d'ozone s'est rassemblé au-dessus de l'Antarctique. Il y avait peut-être moins d'ozone globalement autour de tout le globe, mais c'était là où c'était vraiment c'était en Antarctique. Et là, ça ne nous gênait pas trop. Mais je peux vous dire qu'en l'an 2000, quand j'ai été en Nouvelle-Zélande, et la Nouvelle-Zélande, c'est dans l'hémisphère sud, c'est relativement proche de l'Antarctique, pas très proche, mais relativement proche, et donc le bord de ce trou d'ozone se sentait réellement
quand vous marchiez dans la rue, même un jour gris, pas ensoleillé, mais gris comme aujourd'hui, peut-être pas comme là aujourd'hui, mais plus ou moins, donc il n'y avait pas vraiment de soleil. Mais quand vous marchiez dans la rue, et sur vos mains qui n'étaient pas couvertes par votre chemise, vous sentiez des picotements. Ces picotements venaient des globules blancs. Il y a une certaine espèce de globules blancs qui ont des histamines et qui, l'UV, va faire que ces globules blancs relâchent les histamines et vous allez le sentir. Et dans le cas d'une crise d'asthme, c'est ce qui se passe pour des raisons autres que les ultraviolets. Mais ce phénomène, on le sentait simplement en marchant dans la rue un jour qui n'était pas ensoleillé, ou même plus ou moins couvert, nuageux. Pas très couvert, mais ça se sentait n'importe où votre peau était libre. Entre-temps, ça je vous dis, c'était l'an 2000. Vers l'an 2015, 2017, 2018, le trou de l'ozone de l'Antarctique était parti. Et ça, on le sent. Il ne s'agit pas de faire confiance à des mesures ou quoi. Je ne suis pas retourné en Nouvelle-Zélande, mais mon oncle et ma tante m'ont dit il y a une semaine que quand en 2017 ils étaient dans l'Antarctique, les scientifiques qui leur faisaient le tour guidé ont bien dit que c'était fini. Donc entre l'an 2000 et l'an 2017 ou 2015, ce problème est parti. C'est un problème réel. Est-ce que c'était dû aux bonbonnes de gaz ou autre chose? Je ne sais pas, mais ça c'est parti. On nous a hurlé dans les années 70 et 80 au trou de l'ozone. C'est terrible, probablement jusque dans les années 90. Et après, on nous a rien dit, on nous a pas raconté que c'était fini. Donc, on nous a fait de l'alarmisme qui était peut-être justifié. Les ultraviolets à forte dose, c'est vraiment dangereux. Mais ça s'est résorbé. Et personne ne nous le dit. On est passé tout de suite à la prochaine crise, la crise climatique, le CO2 dont je viens de vous parler. Ok.